Parce que les gens n'étaient pas fiables en face. Voilà, c'est les gens qui vous promettent des choses qu'ils ne sont pas capables de livrer. C'est le moment de lever autant de dettes que possible, simplement parce qu'un jour, vous ne pourrez plus emprunter. En province, les gens qui ne sont pas capables d'acheter sont une clientèle qui est dangereuse pour la partie locative. Bienvenue Christophe, bienvenue sur l'épisode de C'est pas trop tôt. Aujourd'hui on va parler de comment investir en France pour les expatriés. C'est vrai que c'est un peu les oubliés de l'investissement, en tout cas de la chaîne, on n'a pas beaucoup parlé d'eux. Donc très content de t'avoir. Déjà comment tu vas ? Je viens très bien, je suis en train de terminer mon tour européen de fin d'année. Super. Est-ce que tu peux commencer par présenter un petit peu qui tu es et pourquoi tu es pertinent pour parler des expatriés qui veulent investir en France ? Alors je suis expatrié depuis 30 ans. J'ai 63 ans et demi et depuis plus de 25 ans, j'investis dans l'immobilier. J'ai été expatrié dans plusieurs pays européens, j'ai travaillé dans les grandes entreprises internationales, j'ai eu la chance d'être licencié à plusieurs reprises et j'ai pu constater à quel point il était important de préparer sa retraite comme expatrié et c'est pour ça que j'ai choisi l'immobilier. Et à titre personnel, depuis 1991, j'ai fait à peu près une vingtaine de transactions personnelles et à peu près 300 professionnelles depuis 2006. Ok, donc on peut dire que tu es clairement pertinent pour parler du sujet. Je pense que ça va être super intéressant parce qu'en plus de parler comment investir dans l'immobilier en tant qu'expatrié, on va aussi parler, parce que c'est ton expérience, de comment préparer sa retraite, comment ça fonctionne. Absolument. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment intéresser nos auditeurs. Donc on va commencer par un petit vrai-faux. Donc tu dois juste répondre par vrai ou par faux, sans explication. Et après on pourra revenir sur le sujet si tu en as envie. Alors c'est parti. L'immobilier est le meilleur moyen d'assurer sa retraite. Oui. Investir en France quand on est expatrié est un casse-tête. Non. Investir en France n'est plus intéressant financièrement. Faux. Les expatriés doivent plus planifier leur retraite que les autres. Absolument. Investir en France quand on habite à l'étranger est impossible. Non. La France est le meilleur pays pour investir dans l'immobilier. Sans doute. Quand on est expatrié, il faut investir dans des projets à haut rendement. Non. Pas forcément. Je suis imposé en France quand j'investis en France dans l'immobilier. Vous êtes sujet à imposition qui peut être zéro. Je paye 0 impôt si je vis à Dubaï. Alors ça dépend où vous êtes, où sont vos produits immobiliers ou autres. Mais à Dubaï, localement, non, il n'y a pas d'impôt. Ok, génial. Bon, c'est sans faute, hein, t'as pas bégayé sur aucune des questions. On va commencer, je pense qu'on va un petit peu essayer de débroussailler le sujet. C'est, je suis expatrié, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Par où je commence Par exemple, comment je choisis ma géographie d'investissement ? Alors, il y a un certain nombre de critères qui sont eux-mêmes loin de l'immobilier. Le premier critère, c'est de savoir si le pays dans lequel on souhaite investir garantit tout simplement le droit de propriété. D'accord. Ça peut sembler évident en France, il y a des pays où ça ne l'est pas. Le deuxième point à regarder est la valeur de la devise ou l'évolution de la devise. Il y a des personnes qui ont investi à une époque, par exemple en Turquie, la livre turque ne vaut plus rien. Donc, même si l'investissement a bien fonctionné en Turquie, au niveau global, ce n'est pas le cas. Le troisième point, c'est la convertibilité de la monnaie. Il y a des pays où il est très facile d'envoyer de l'argent, mais où il est parfois très difficile de le ressortir. Donc c'est un problème réel quand vous voulez récupérer votre argent. Ensuite, on a sur des questions opérationnelles. Est-ce que vous comprenez le droit local ? Est-ce que vous comprenez la langue locale ? Est-ce que vous allez comprendre ce que vous signez ou pas ? Ça, c'est des points importants également. Ensuite, il y a toutes les problématiques opérationnelles de gestion. Vous avez peut-être un investissement à Bali qui semble super intéressant, mais s'il y a un problème, un litige, est-ce que vous êtes capable d'aller plaider ou vous défendre de manière facile et pas trop chère. Donc ça, c'est des points importants. Il y a des produits, des questions plus opérationnelles sur l'immobilier lui-même, qui est la transparence de la gestion locative. Par là, je veux dire, votre gestionnaire peut très bien louer votre bien au black, encaisser l'argent et vous dire « Ah, vous n'avez pas de chance, c'était vide ». Donc ça, c'est les points les plus importants. Quand on a sélectionné un pays où tous ces critères sont positifs, on peut commencer à s'occuper de l'immobilier lui-même. Est-ce que c'est une case ? Est-ce que c'est du haussmannien ? Est-ce que la réglementation locale vous permet de louer de manière simple et rentable ? Et c'est vraiment à ce moment-là, au 10e ou 12e critère, qu'on s'occupe vraiment de l'immobilier. Est-ce qu'on fait du co-living ? Est-ce qu'on fait du tourisme ? Est-ce qu'on fait du long terme ? Donc ça, c'est vraiment très en aval. Et quand on est français, on a tendance à revenir en Europe, voire en France, parce que tout simplement, on maîtrise tous ces éléments. Ouais, on sait que la propriété existe, on sait qu'il y a une devise qui est stable, et c'est donc pour cela que les expatriés ont tendance à revenir sur place. Les expatriés, ils investissent dans leur pays d'origine, en France pour les Français,
ou dans le pays où ils sont résidents à un moment donné. D'accord ? Parce qu'ils sont sur place, ils comprennent l'environnement et ils ont le temps de faire leur investissement. Les gens qui investissent dans un pays tiers où ils n'ont jamais habité, c'est relativement rare. Ok, d'accord. Donc en effet, l'avantage d'investir en France, c'est vraiment, tu connais la devise, l'euro, donc plus facile pour les transferts d'argent, tu as ce fait de la propriété qui existe. C'est quoi les pays où il n'y a pas de propriété? Alors, il y a des pays où il y a une propriété qui est plus ou moins en force ou en anglais. Il y a des pays comme le Moyen-Orient où les choses ne sont pas forcément très claires. Il y a des pays comme la Grèce où le cadastre n'est pas vraiment très stable. Donc les étrangers qui achètent se retrouvent un jour avec un voisin qui dit qu'en fait le jardin appartient à lui et pas à vous. Donc ça c'est des petites anecdotes basiques. Mais il y a des pays, en Asie du Sud-Est par exemple, où il faut forcément avoir un local pour avoir un titre de propriété. À partir du moment où vous avez une personne qui a le droit de signature et qui est sur le papier en partie propriétaire, vous n'êtes pas forcément garanti de récupérer votre bien en toute quiétude. Ok, quand tu dis anecdote, ça t'est déjà arrivé ou ça arrivé à des connaissances de perdre la propriété d'un bien à l'étranger ? Oui, il y a des histoires assez claires sur notamment la Grèce. La Grèce avait un programme de Golden Visa pour inciter aux gens à investir dans l'immobilier sur place. C'est un programme qui n'a jamais été vendu parce qu'ils sont aperçus très rapidement que dès que vous aviez acheté quelque chose en Grèce, tous vos voisins constataient que, en fait, votre salle de bain, votre jardin ou votre garage leur appartenaient. Donc, des discussions très, très longues. Donc, les gens, en fait, n'ont jamais acheté ce programme. Donc, ça, c'est des choses vécues. En Angleterre, il y a des choses plus simples comme les baux amphithéotiques, où vous achetez, en fait, pour 50, 100 ou 150 ans, où les gens, parfois, ne sont pas très au courant de la baisse de valeur du bien lorsque la propriété temporaire arrive à sa fin. Ok, d'accord. Voilà. Oui, c'est un vrai sujet, c'est sûr. Oui, parce que le bien ne peut plus être refinancé. Donc, okay. Les gens qui achètent en cash, et donc, ça crée de vrais problèmes. Ok, voilà. Super intéressant. Donc, si on parle potentiellement aux Français qui habitent à l'étranger, donc les expatriés français, tu leur conseillerais plutôt d'investir en France, de manière générale, ou dans d'autres pays européens, etc. La raison pour laquelle ils devraient venir en France, c'est en fait deux choses. C'est qu'à partir du moment où ils ont un passeport français, ils seront plus faciles à financer en France que dans un autre pays. C'est le point le plus important, on va dire, du financement. Il n'y a pas de raison particulière de ne pas investir en Allemagne, dans un autre pays de l'Union européenne, mais le fait d'être en France avec un passeport français va leur donner une meilleure facilité de financement. C'est déjà difficile de financer un expat, donc il vaut mieux le faire en France, c'est là où ils auront les meilleures conditions de financement. Oui, on y reviendra tout à l'heure sur le financement. Il y a un sujet, on peut parler peut-être un peu d'actualité. Je pense que ça impacte beaucoup les expatriés français aussi, ou peut-être que ça les retient d'investir en France. On voit qu'il y a une petite motion de censure qui va être votée. Là, je pense que c'est en train dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment tu vois évoluer l'immobilier en France, potentiellement qui va être de plus en plus taxé? Est-ce que pour toi, c'est un vrai sujet? Voilà, c'est quoi ta vision sur ça? Alors, c'est surtout un sujet pour les gens qui n'ont pas vraiment envie d'investir, qui cherchent des excuses. Okay. Il n'y a aucun pays au monde où la législation, la fiscalité est garantie sur 5, 10, 15, 20 ans. Donc les choses évoluent partout. Ensuite, en France, il y a une stabilité ou une instabilité politique qui n'a que très peu d'impact sur le quotidien des Français, heureusement ou malheureusement. Donc ça, c'est le point qu'il faut prendre en compte, sachant que quand on investit pour sa retraite, c'est un projet de 20 ans. Donc on ne peut pas laisser sans arrêt des micro-événements, comme un 49.3, impacter votre volonté d'investir sur le long terme. Que le gouvernement soit de droite, de gauche, à 61, 62, 64 ans, vous aurez votre retraite, vous aurez besoin de revenus financiers. Le fait qu'il y ait une motion de censure en 2024 ne va pas changer les choses. Ensuite, sur la fiscalité, en France, il faut quand même reconnaître que la fiscalité de l'immobilier est très légère, voire nulle, et comparativement beaucoup plus légère que dans certains pays, y compris l'Angleterre ou les États-Unis. Donc il y a ce fantasme des Français qui disent « ouais, on est taxé sans arrêt, c'est catastrophique ». Les taxes foncières, par exemple, sont bien moins importantes en France qu'aux États-Unis. Okay. Il y a des choses comme la fiscalité qui est bien moins importante en France qu'en Angleterre, par exemple. En Angleterre, vous êtes taxé au premier euro ou livre sterling de revenus sur les loyers. Alors qu'en France, on a plein de méthodologies pour éviter, techniquement, légalement, la fiscalité sur les loyers pendant des périodes très longues, voire sans limite. Voilà. Ok, super intéressant. C'est vrai que même moi, alors que je suis quand même pas mal, j'ai l'impression qu'on était quand même pas mal taxé. Mais en fait, c'est vrai que si tu regardes de prime abord comme ça, tu peux voir revenus, c'est ton TMI plus cotisation sociale. Et ça peut très vite monter très haut, surtout pour des gens qui investissent dans l'immobilier. En général, ils ont des TMI à 30% dans ces eaux-là. Trade, tu peux être à 50%. Mais en fait, comme tu dis, il y a des façons de faire qui permettent d'éviter quand même longtemps ce type d'imposition en France. Absolument. Dans pratiquement tous les pays du monde, il y a une taxe foncière. Ok.
Ça existe partout. Dans tous les pays du monde, il y a des choses comme la taxe d'habitation qui existait en France. Dans tous les pays du monde, il y a un impôt sur les plus-values à la revente. Dans la plupart des pays du monde, il n'y en a pas sur les résidences principales. Et ça, c'est une des astuces que les expatriés peuvent utiliser pour ne pas payer d'impôt à la sortie lors d'une revente. Et en France, il y a très peu d'imposition sur les revenus locatifs. On est en gros, au maximum à 30%. Si on est en BIC réel, on tombe entre 0 et 10%. Et si on est à travers une SCI, on est à 0 pendant de très longues périodes. Donc, il suffit de structurer les choses correctement pour éviter ce genre de choses. Ok. Voilà. Quand tu dis c'est à 0, c'est parce qu'au début, tu vas faire des dépenses qui vont venir impacter ton résultat fiscal, et donc qui est reportable, et donc tu vas pas payer d'impôts parce que comptablement, on va dire, tu as un résultat fiscal négatif, alors que c'est pas forcément le cas en termes de cash. Alors, il y a une différence effectivement entre le cash flow et la partie fiscale. À partir du moment où un investissement immobilier en meublé avec une imposition en BIC au réel, on va rentrer dans les détails. Allons-y. À partir du moment où vous avez une perte fiscale et moins de 23 000 euros de chiffre d'affaires, vous payez 0. Si vous avez 23 000 euros de chiffre d'affaires et une perte fiscale, vous payez aujourd'hui 1 150 euros d'impôt forfaitaire, ce qui fait 5%. Si vous êtes en SCI, imposé à l'IS, tant que vous avez une perte fiscale, vous payez évidemment 0, puisqu'une société qui ne fait pas de profit n'est pas imposée. Donc entre ces trois éléments, BIC réel et la SCI à l'IS, ou pour certaines personnes la SARL familiale, vous pouvez minimiser ou réduire à 100% votre taux d'imposition sur les revenus locatifs. Ensuite, effectivement, il y a le cash flow, ce qui est une chose différente. Effectivement, vous pouvez avoir très bien un cash flow négatif et une perte fiscale, un cash flow positif et une perte fiscale, et ça, c'est un traitement qui est très différent. C'est du cash flow, c'est plus de la fiscalité. Ok, super intéressant. Donc on a compris que potentiellement pour les expatriés français surtout, qui sont à l'étranger, investir en France c'est plutôt intéressant parce que ça quand même facilite beaucoup de choses dans le financement. On a vu que la fiscalité c'est pas non plus un gros sujet en France, selon toi. Du coup, la question c'est maintenant, ok, je veux investir en France. Même en France, où est-ce que j'investis? Est-ce que plutôt j'investis dans ma ville d'origine? Est-ce que du coup ça n'a pas d'impact parce que vu que je suis à l'étranger, je peux investir où je veux. Qu'est-ce que tu conseillerais là-dessus? Alors, on revient à la solidité du marché local et de la capacité à trouver des locataires pour ce bien. Quand on achète un appartement ou une maison, c'est forcément un locataire qui va payer tout ou partie de votre remboursement d'emprunt et ensuite vous donner des revenus. Donc la question initiale, c'est de se dire qui sera mon locataire potentiel? Ça sera un jeune, un vieux, un travailleur, une personne qui est à la retraite, un touriste, et de comprendre vraiment quelle est la personne qui est capable de payer le loyer de votre bien en fonction de l'endroit où il se trouve et des revenus de ces personnes. D'accord ? Un petit peu théorique tout ça, mais on va sur les choses. Si on prend par exemple une personne âgée, il est très difficile de l'expulser pour des raisons valables. Donc c'est un problème. Si vous prenez le marché des étudiants, les étudiants par définition ont des moyens limités. Ils louent pendant 9 mois et de par leur budget limité, ils vont être dans des biens de petite surface, dans les quartiers, pas forcément les meilleurs. Donc c'est bien ou c'est pas bien. Si vous prenez le touriste, il y a des villes en France où il y a beaucoup de touristes, des villes où il n'y en a pas. On constate depuis quelques années qu'à partir du moment où une ville a beaucoup de touristes, comme Paris ou Nice, les mairies interdisent la location aux touristes. Donc c'est une avenue qui disparaît. Ensuite, entre Paris et province, beaucoup de gens disent « Ah, la province, c'est plus rentable ». Sur le papier, oui. La rentabilité n'est que la traduction du risque sous-jacent du bien. D'accord ? Donc, un bien qui est très rentable n'est pas forcément un bon investissement. Alors, on pourrait faire des grandes discussions macroéconomiques et microéconomiques sur le sujet. Je prends un exemple, la ville de Saint-Étienne, d'accord, qui est la ville en France la plus rentable. C'est rentable parce qu'il y a 10 ans, l'immobilier valait 2 000 euros le mètre carré, maintenant il vaut 1 000. Donc, les gens ont perdu 30 à 50% de leur investissement, mais ils ont une belle rentabilité. Ce n'est pas forcément une bonne solution. D'accord ? Donc, l'avantage de l'analyse, on va dire, territoriale, c'est de choisir les pays ou les zones ou les villes où il y a ce bon rapport entre la stabilité du foncier, donc la valeur des biens, et la rentabilité. On peut même imaginer que des endroits, on pourrait avoir un rendement négatif, qui serait quand même un très bon investissement parce qu'on a un marché liquide, on a un produit qui est très facile à revendre. Donc quand on reprend ta question sur où vont les expatriés, il y a deux scénarios. Soit l'expatrié a un ancrage local fort, donc il est originaire de Metz, il a son frère à Metz, il a ses parents à Metz,
Il connaît tout le monde à Metz et donc il va aller là-bas parce qu'il connaît bien le marché. Il y a des personnes qui vont être capables de faire des travaux, de s'occuper de la gestion. Ça, c'est un point. Tous les autres vont à Paris. Ils vont à Paris Ouest. Ok. Ils vont à Paris 8, 16, 17, éventuellement 14, 15, mais ils retrouvent tout cela. Pour une raison très simple, encore une fois, c'est la stabilité du marché, c'est la facilité de revendre un bien ou de le louer. Donc pour cette raison, ils reviennent là, ils connaissent Paris, ils connaissent la différence entre le 8e et le 18e, et donc c'est naturel pour eux de venir dans le marché qui leur semble le plus rassurant. D'accord. Oui, ça fait sens. Je pense que ouais, les vrais sujets, comme tu dis, c'est que forcément, c'est plus tu vas t'éloigner des centres des villes, tu vas avoir potentiellement plus de vacances locatives aussi, plus d'impayés, parce que si tu es moins regardant et tu galères à trouver un locataire, tu vas être moins regardant sur le dossier. Et la revente, tu peux attendre 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. Alors qu'à Paris, tu sais que ton appartement, si tu as besoin de le revendre, tu le vends au bout d'un mois, quoi. Enfin, facilement. Absolument. Il faut savoir qu'en province, un couple avec 2 SMIC est capable d'acheter une maison localement qui va coûter entre 150 et 200 000 euros. Le Crédit Mutuel va les financer à 100%. Ils vont mettre 107%, ils vont payer les frais d'agence et c'est tout. Okay. Donc en province, les gens qui ne sont pas capables d'acheter sont une clientèle qui est dangereuse pour la partie locative. D'accord, ok. Pour simplifier. J'ai jamais fait le... Ok, voilà. Tout à fait. Intéressant. Est-ce que pour toi, d'accord, j'ai trouvé maintenant la géographie, je me dis je vais trouver un bien, etc. Comment tu gères des recherches à distance? Est-ce qu'il y en a qui le font seuls? Est-ce que c'est possible d'être à l'étranger et en même temps de chercher un bien? Toi, comment tu as fait à titre personnel? À titre personnel, j'ai toujours eu des relais. Ok. Pour nous, chez Top Frogs, le meilleur client, c'est la personne qui a essayé de faire un investissement à distance sans partenaire. Okay. Parce qu'ils savent très bien à quel point c'est quelque chose d'insupportable. Donc la méthodologie qu'ils ont par défaut... C'est insupportable. Par défaut, absolument. Ce sont nos meilleurs clients. Donc les méthodologies par défaut, si on envoie madame à Paris pendant 2 semaines, avec mission de trouver un appartement en 2 semaines. Donc ça met la pression à tout le monde, c'est pas forcément le bon produit, c'est le modèle par défaut, ce qui est le modèle, évidemment, le mauvais modèle. Et encore, acheter, c'est la partie facile. Quand il s'agit ensuite de faire des travaux, d'aller chercher une machine à laver chez Darty, un lit chez Ikea, c'est encore plus difficile. Et ensuite, la partie locative redevient parfois plus facile si on a trouvé le bon partenaire. Mais encore une fois, tout ce que l'on peut gérer, tout ce que l'on doit gérer à distance, sans partenaire fiable et expérimenté, tourne à une très grande difficulté. D'accord, donc toi, tu avais toujours des partenaires sur place qui s'occupaient de la partie recherche, travaux, ameublement. J'ai travaillé avec MyFlat depuis 2001, j'ai acheté 10 appartements avec eux, et c'est eux qui m'ont montré à quel point le fait d'avoir un partenaire fiable était critique. Est-ce que toi, tu avais essayé tout seul au début ou pas? J'ai jamais essayé tout seul. Ok, direct, tu t'es dit, c'est pas fait. C'est pas la bonne idée. Non, j'ai fait 2 opérations relativement indépendantes qui ont été des échecs. Ok, d'accord. Voilà, donc on finit par... Échec à quel niveau t'as... Parce que les gens n'étaient pas fiables en face. Voilà, c'est les gens qui vous promettent des choses qu'ils ne sont pas capables de livrer. Ok. Et t'as aussi des clients qui t'ont raconté des histoires d'avoir essayé des choses et qui ont pas marché. Absolument, ça arrive tous les jours. Il y a des gens qui ont des expériences avec des supposés PropTech où ils ont acheté des choses, les travaux n'ont pas été faits, ils ont été dans des villes, je sais pas, Beauvais, Amiens, où ils n'ont jamais trouvé de locataire avec les montants prévus. Donc le fait de se retrouver avec des partenaires peu fiables, c'est un élément de la vie. Voilà. Donc c'est un élément très important de bien choisir ses partenaires, encore une fois, qui ont une expérience, qui ont des références et qui sont capables de vous montrer noir sur blanc un historique de location, de vous garantir des travaux et qui ont une capacité à louer votre bien. Ok, très bien. Mais donc pareillement, oui, je pense que les travaux, j'avais posé la question, mais quelque part c'est aussi le même sujet. Gérer des travaux à distance, pour toi, c'est quasiment mission impossible si tu n'as pas de relais sur place. C'est absolument impossible et c'est dangereux. Absolument. Ok, dangereux en termes financier. En termes financiers, parce que les choses n'avancent pas, parce qu'on va potentiellement abîmer le bien qu'on a acheté, donc c'est quelque chose de très difficile. Ok. Donc toi, par exemple, tu accompagnes des expatriés. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de projets que tu réalises pour eux et ce que tu fais pour eux? Alors, on a réalisé près de 260 projets, avec un modèle qui est très clair et très peu flexible. On ne loue nos appartements qu'à des entreprises, donc on appelle ça du corporate rental. On loue des entreprises pas par plaisir, mais parce que c'est le segment de marché qui est le plus rentable. Comme je dis tout à l'heure, à Paris, la location touristique est globalement illégale et la location aux particuliers était encadrée et peut le redevenir rapidement. Et en tout cas, c'est la moins rentable. Donc on est sur un segment qui s'appelle la location d'appartements avec service aux entreprises. Donc on sélectionne
un appartement pour un investisseur. Cet appartement est forcément en mauvais état. Une fois que l'expatrié devient propriétaire, on va tout casser, littéralement, et on va reconstruire à l'intérieur. Et on va reconstruire avec un modèle qui est standardisé pour correspondre aux besoins des entreprises. Okay. On a 4 modèles d'appartements, 20, 30, 40, 60 mètres carrés, et on va avoir ainsi un portefeuille homogène d'appartements qui vont pouvoir séduire les entreprises qui ont besoin de plusieurs biens. On peut aller sur le site MyFlat voir les réalisations. Point important... Le lien sera dans la description. Voilà, le point important de la location aux entreprises, c'est qu'on n'a pas été encadré et on ne le sera jamais, puisqu'on a des services bien spécifiques. Donc on est capable de le louer le bien au prix qu'on veut et à un niveau à peu près 50% supérieur au montant d'un loyer au particulier. Le deuxième élément de notre process, c'est la garantie du budget rénovation et mobilier et le délai. On rénove un appartement en 3 mois pour les petits et 4 mois pour les grands. Donc on s'engage par contrat sur un montant de rénovation, un montant de mobilier et un délai de rénovation, ce qui permet aux clients de savoir où il va en termes de budget et de délai pour savoir quand le premier loyer sera proposé. Okay. On a également l'avantage par ce biais de pouvoir financer tout ou partie des travaux auprès d'une banque puisqu'on a un devis ferme et définitif. C'est un point très important. Un autre élément très important pour l'expatrié, c'est que la location aux entreprises se fait sur la base d'un bail mobilité, donc de 1 mois à 10 mois, avec un séjour moyen de 4 mois. Donc l'expatrié peut récupérer son bien de manière relativement rapide, et je parle de semaines, 2-3 mois au maximum, plutôt que des années, pour les cas où il a besoin de revenir en France. Alors on a eu les cas tsunami, on a eu les cas Covid, on a eu les cas coup d'État. On a des cas beaucoup plus calmes qui sont le retour en France de la personne qui veut récupérer son bien pour l'occuper. Et on a très souvent la demande d'expatriés pour récupérer l'appartement afin d'héberger leurs enfants pendant les études. Donc dans notre modèle MyFlat Torfrog, on est capable de redonner un bien au propriétaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On s'occupe, on va dire, de la gestion pratique. Donc s'il y a une fuite d'eau, on envoie quelqu'un de chez nous pour s'en occuper. Et donc là, l'enfant peut être hébergé dans l'appartement de ses parents. Et lorsque l'enfant termine ses études, on remet l'appartement en gestion locative et ça repart pour un tour supplémentaire. Donc voilà un petit peu le package. Des loyers non encadrés, un processus de restructuration avec des prix et des délais garantis et une flexibilité locative. Donc si on prend notre modèle, on est globalement 50% plus rentable que la location aux particuliers. Voilà. Pas mal. Tu disais, oui, tu prends un appartement et tu casses tout à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il n'y a rien à récupérer dedans ou c'est parce que vous avez standardisé le processus ? C'est quoi l'intérêt à chaque fois de tout casser ? À chaque fois, il n'y a rien de récupérable ? Absolument. On casse absolument tout, on gratte les murs autant qu'on peut. Ça permet de libérer de l'espace et ça permet surtout de repartir sur une base saine en termes d'aménagement de l'appartement. Ok. Vous avez un architecte d'intérieur qui... On a un architecte qui nous a fait 250, 260 transactions. Donc c'est vraiment l'objectif. On casse tout, on vide. Et une fois que tout est vidé, l'équipe va physiquement sur place et commence à faire le plan. D'accord. Donc on a un cahier des charges très clair, la cuisine, une salle de bain, il y a un certain nombre de choses qui doivent rentrer dans l'appartement. Et c'est sur place qu'on va faire le plan en fonction de ce que l'on regarde autour de soi. D'accord. Donc c'est fait vraiment sur place, en temps réel. Et comme j'ai dit, l'avantage, c'est de pouvoir optimiser l'appartement, d'avoir un portefeuille qui est homogène pour les locataires, et surtout en termes de relations, ça évite au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans d'aller voir le client, d'essayer, comme on dit en français, de le retaper pour 5 000 ou 10 000 euros parce qu'on n'a pas fait les choses correctement. D'accord. Donc on a un gros budget au début qui est dépensé, investi. On n'a pas besoin de revenir vers l'investisseur pendant 7, 8, 9, 10 ans pour refaire des travaux. Donc ça fait une relation qui est très simple, qui est très claire, qui est très transparente et qui est la base de la satisfaction du client. Ok. Et justement, j'aimerais te poser une question sur l'arbitrage, parce que ça fait quand même depuis 2006 que tu as la société, donc ça fait beaucoup, ça fait déjà pas mal d'années. Donc tu as pu voir aussi des biens et de l'exploitation sur le long terme. Tu disais au début, notamment sur la fiscalité, que pendant plusieurs années, tu payais pas d'impôts par des systèmes que tu nous as expliqués.
et aussi que du coup, tu n'as pas besoin de refaire des travaux pendant 9-10 ans. Donc en fait, ça se corrobore un peu. Est-ce qu'au bout de 10 ans, le mieux, c'est de vendre le bien et de faire un autre projet? Qu'est-ce que tu conseilles à des expatriés qui ont potentiellement des biens depuis 10 ans en location meublée au réel et voilà, qui vont peut-être commencer à payer des impôts, qui vont peut-être commencer à devoir faire des travaux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Absolument. Alors, petit retour en arrière, à titre personnel, donc j'avais acheté 10 appartements avec MyFlat, il m'en reste toujours 7 après un divorce. Donc 7 appartements sont en gestion locative chez MyFlat depuis 15 à 20 ans. Donc j'ai une visibilité personnelle des taux d'occupation et de la rentabilité. Ensuite, depuis 2006, effectivement, on a fait près de 260 transactions et on constate que les premiers investisseurs de 2006, qui à l'époque avaient 40-45 ans, commencent à sortir du système. Alors ils sortent pour différentes raisons. Ils sortent parce qu'ils veulent récupérer le bien pour l'occuper comme un pied-à-terre de retraite. Ils sortent parce qu'ils veulent faire des donations d'argent à leurs enfants, donc ils liquident pour le faire. Tous les autres sont toujours chez nous, d'accord, parce que la location se passe très bien. D'accord. Ensuite, quand on a la chance d'avoir des biens remboursés, le bien, c'est d'en acheter plus. Ok. Alors, on va revenir là-dessus en 2 minutes. On va partir déjà sur la fiscalité. Quand on a un bien meublé en régime du BIC au réel, on amortit les travaux sur 7 ans. Ok. D'accord ? Donc, au bout de 7 ans, on a épuisé cette source de dépenses. D'où l'avantage peut-être aussi de faire beaucoup de travaux. Exactement. Donc, les travaux, ça permet d'avoir beaucoup de défiscalisation. Donc, au bout de 7, 8, 9, 10 ans, l'appartement sera effectivement sur le point d'avoir un rafraîchissement entre 500 et 800 euros le mètre carré. Ok. À partir du moment où il n'y a plus de déficit fiscal, on peut s'interroger. Mais il faut quand même savoir qu'après les 7 ans de travaux, il y a 20 ans d'intérêt d'emprunt que l'on continue de défiscaliser ou de déduire, et il y a 40 ans d'amortissement du bien. Okay. Donc on a encore des choses qui vont sortir. La chose la plus intéressante à faire, c'est d'acheter un deuxième bien qui va permettre de recréer du déficit. Ok. Donc si les gens ont les moyens, le mieux c'est pas de revendre, mais c'est de racheter un nouveau bien pour recréer un déficit et garder son bien premier. Ça, c'est l'idéal. On comprend que les gens ont besoin de faire des donations, qu'ils ont envie de partir habiter ailleurs, donc ça, c'est un choix personnel. Mais en termes purement capitalistiques, le mieux, c'est de racheter et d'essayer de vendre des revenus plutôt que du capital. Ok. Voilà. Ok, super intéressant, parce qu'en effet, ton résultat fiscal, il est en fait rassemblé quand tu es au réel. Exactement. Voilà, et donc du coup, si tu fais un déficit sur un bien, ça te fait un déficit sur tout ton résultat fiscal. Absolument, c'est une seule déclaration pour tous les biens en France. Ok, donc c'est ce que tu conseilles. Alors, si c'est possible, racheter. C'est ce que j'ai fait sur une de mes SCI. On est un peu entre nous pour les sujets personnels. J'avais un appartement à Paris qui était entièrement remboursé à travers une SCI. On a fait un prêt à 100% pour acheter un appartement à Nice. Et donc, globalement, on a un cash flow qui est maintenant positif. On a un deuxième bien. On ne paye toujours pas d'impôts. Donc, l'idéal, c'est de faire ça. Et quand on a un bien qui n'a plus d'emprunt, la banque peut le prendre en garantie pour faire un apport virtuel sur le deuxième bien. Donc, en fait, on a juste fait une hypothèque sur le bien parisien qui a permis de faire un prêt à 107% sur l'appartement à Nice. Donc, on a sorti 0. Et la SCI, maintenant, a un deuxième bien. Ok, d'accord. Voilà. Et justement, quand tu disais ça marche pour la SCI et ça marche aussi à titre personnel pour le résultat fiscal de racheter un bien? Ça marche pour le résultat personnel, exactement, pour acheter un deuxième bien ou un troisième bien à titre personnel. Super, bah justement, on va attaquer, tu as déjà abordé un petit peu le sujet du financement. Est-ce qu'il y a des spécificités si, en tant qu'expatrié, je veux investir en France pour trouver un financement? Est-ce que ça va être plus compliqué que pour un Français classique? Ça va être très compliqué. Ok. Pour des raisons que l'on ne s'explique pas, puisque le bien étant en France, les garanties sont les mêmes. Les banques passent beaucoup de temps à faire des calculs, des estimations qui n'ont aucune valeur pratique. En France, le taux de défaut d'un prêt, c'est moins de 1%. Donc en gros, ça ne sert à rien de faire une étude sur la qualité de la personne, parce que c'est imprévisible. Donc, si on revient de manière moins émotionnelle sur le financement des expatriés, il est plus difficile de financer un expatrié pour des raisons purement politiques de banque. Ok. D'accord ? Donc, ceci étant dit, on a toujours réussi, depuis 2006, à trouver un financement. C'est plus difficile, mais il y a des courtiers spécialisés avec lesquels je travaille qui sont capables d'aller à la pêche et de trouver un financement. Parfois, les conditions sont moins intéressantes. Donc, typiquement, l'expatrié va payer 0,5% de taux d'intérêt de plus qu'un Français résident. Et parfois, on va lui demander un peu plus d'apport, donc 15-20% pour monter le prêt. On est capable, cependant, de financer des résidents en Europe
donc Union européenne entre 85 et 100%. On est capable de financer les résidents anglais jusqu'à 85% du montant de l'investissement, donc on y arrive. Par contre, si vous êtes dans un pays que les banquiers considèrent comme folklorique, on va dire le Thaïlande, le Vietnam, etc., c'est très difficile. Il y a des pays sur lesquels les banques ne veulent pas aller. Arabie Saoudite, encore récemment, c'était des pays où même si vous êtes chez Thales, Arabie Saoudite, ils ne veulent pas vous financer. Donc ils ont des pays, ils ont fait une liste, il faut occuper les gens dans les banques, donc il faut bien qu'ils sortent quelque chose en disant non, Paraguay, Thaïlande, on ne veut pas. Voilà. Donc il y a des pays qui sont infinançables et il y a des emplois qui sont infinançables. Donc si vous êtes entrepreneur au Vietnam, c'est pas la peine de venir me voir. D'accord. Donc si vous êtes entrepreneur, même à Singapour, c'est difficile. Donc si vous êtes entrepreneur, ça va devenir très difficile de vous faire financer. Okay. Tant que vous avez un contrat de travail dans un pays acceptable pour une banque, il faut y aller. Donc c'est pour ça que je passe mon temps à dire aux gens, vous avez 40, 45 ans, 50 ans, vous avez la chance d'avoir un contrat de travail dans une belle boîte, investissez, levez autant de dettes que possible, parce que le jour où vous serez licencié, et tout le monde sera licencié, vous ne pourrez plus emprunter. D'accord ? Okay. Donc il y a vraiment un temps pour faire des investissements. Vous avez un salaire et un contrat de travail. C'est le moment de lever autant de dettes que possible, simplement parce qu'un jour, vous ne pourrez plus emprunter. D'accord. Ouais. Alors, je vais te faire une petite liste de pays, ça m'intéresse, pour me dire si c'est finançable. Par exemple, je suis à Dubaï, ça va, ça commence à... Alors, Dubaï, il y a certaines banques qui reviennent sur Dubaï, mais parfois avec des montants minimum d'1 million d'euros d'investissement, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Dubaï, c'est parfois gris, c'est parfois noir léger, c'est parfois blanc nacré. D'accord. Donc, ça fait des allers-retours suivant les trimestres, suivant les réglementations. Donc, voilà. Et États-Unis, Canada, ça se fait bien ? Alors, Canada, oui, États-Unis, plus difficile. Ok. Pour des raisons... Pour des raisons de FATCA, de transparence, etc. Ok, d'accord. Mais les banques sont un peu paranoïaques. Il y a des banques françaises qui refusent de financer leurs propres expatriés, qui sont quand même une aberration, mais c'est un cas réel où les banques refusent de financer leurs propres expatriés pour des raisons, encore une fois, qu'on a du mal à imaginer. Mais j'imagine qu'il y a quand même une certaine logique derrière. Est-ce que c'est quoi ? Ils considèrent que quand tu travailles au Vietnam, ton emploi est plus précaire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que... Si je peux me permettre, il n'y a absolument rien. Ah ouais, ok, d'accord. Quand tu travailles, j'ai des cas réels. Vous avez une personne qui dirige une usine de yaourt chez Danone en France, sa banque l'adore, grosse boîte, beau salaire, etc. Il part, on va dire, à Singapour, il commence à devenir suspicieux. Il n'est plus en France, c'est un pays bizarre, etc. Mais on a réussi à le financer. Si cette personne est nommée patron de Danone au Vietnam, c'est fini. Il n'aura plus jamais un centime de financement. Si un an plus tard, il revient en France, il redevient totalement finançable. Donc on a du mal à imaginer quel est l'impact de son prix d'argent, sachant qu'évidemment, le bien est en France, d'accord, que la banque a une garantie, une hypothèque dessus, donc ça relève du fantasme et ça relève d'un besoin d'occuper des gens dans des banques pour sortir des réglementations internes. Alors on va me dire, oui, blanchiment d'argent, etc. Le cadre supérieur qui a fait une école des travaux publics, qu'il soit en France, au Vietnam ou à Dubaï, il ne va pas se mettre à faire du trafic de drogue et à blanchir de l'argent, parce que ce n'est pas dans ses gènes. Voilà. Ok. Donc, je connaissais pas du tout cette partie de l'impossibilité de se faire financer. Et c'est peut-être une question bête, mais se faire financer par une banque locale là où j'habite en tant qu'expatrié. Pareil, impossible, parce que la banque ne peut pas prendre de garantie. Ok, d'accord. Donc les banques oui, elle peut pas prendre la garantie sur le bien en France, c'est pas possible. Techniquement, elle peut le faire. Juridiquement, elle peut le faire, mais une banque de Singapour n'a aucune compétence pour faire des poursuites, saisie de biens immobiliers en France. Donc, pour des questions de technique, la seule option de financement dit cross-border, c'est si vous avez des revenus et un patrimoine important, et les banques suisses ou luxembourgeoises peuvent financer à travers la frontière si vous déposez généralement au minimum de 1 million d'euros. Okay. Là, ils vont vous faire un financement cross-border à des conditions soit françaises, soit luxembourgeoises, soit suisses. Ok, donc il faut commencer à avoir des très gros patrimoines pour détourner. Mais globalement, je suis patron Vietnam de Danone, je peux pas investir dans l'immobilier. Globalement, enfin, en levant de la dette, quoi. Absolument. Ok, donc ce sera que du cash si je veux investir. Absolument. Ok. Et est-ce que pour toi, justement, c'est une question, est-ce que ça est pertinent pour toi de venir te voir, je sais pas, j'ai 300 000 euros ou 400 000 euros en cash que j'ai mis de côté, est-ce que c'est pertinent de le mettre dans l'immobilier ou pour toi, il faudrait mieux diversifier Alors c'est très pertinent parce que ça va permettre à la personne
un jour plus tard, quand il aura changé de pays, de pouvoir faire un investissement. Ok, super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour sur le financement globalement. Ouais. Et puis voilà, tu as des courtiers. En fait, tu peux pas non plus faire de miracle parce que j'allais te poser la question, est-ce que tu peux optimiser ton financement? Est-ce qu'il y a des petites choses à faire? Imaginons, tu es quand même dans un pays européen, etc. Est-ce que quand même il y a des façons de faire pour mettre moins d'apport ou obtenir un meilleur taux? Est-ce que par exemple tu conseilles de passer, je sais pas, par sa banque historique, ou est-ce qu'il y a des choses à faire pour optimiser son financement? Alors la banque historique, si on en a, c'est la meilleure solution. D'accord. Ensuite, c'est la banque des parents ou des frères et sœurs, qui sont parfois plus ouvertes. Et puis ensuite, c'est de ne pas négocier ce qu'on appelle les frais de dossier. Ok. D'accord? Puisque dans une banque, le personnel est rémunéré ou motivé par les frais de dossier, mais pas par les taux d'intérêt. Donc le taux d'intérêt, on peut essayer de négocier. Il ne faut pas négocier la commission qui va revenir au conseiller que l'on a en face. D'accord, super intéressant. Sur le sujet maintenant de la fiscalité, je pense que c'est quelque chose où les gens se posent beaucoup la question. Donc voilà, le jour où je suis fiscalisé, parce que justement tu disais que tu pouvais ne pas payer de fiscalité, le jour où je suis fiscalisé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent d'un résident français? Alors la fiscalité est la même que l'on soit résident ou pas. D'accord. La différence, c'est dans le traitement futur, ou en tout cas le traitement des sommes positives. Donc je m'explique. Si vous avez un solde fiscal positif, par exemple, de 10 000 euros, et que vous êtes résident français, vous avez le choix entre une imposition forfaitaire, qui était aujourd'hui de 30%, ou le choix de le réintégrer dans vos revenus professionnels. Donc, de manière très claire, si votre revenu, votre taux d'impôt sur les salaires, votre impôt sur le revenu est inférieur à 30%, vous avez intérêt à le réintégrer, puisque vous paierez moins. Si vous êtes plus, vous le laissez. Quand on est non-résident fiscal, pour être tout à fait clair dans le cas différent, si vous avez une somme de 10 000 euros, eh bien, elle sera fiscalisée à 30%, puisque vous n'avez pas d'autres revenus en France. Ok, d'accord. C'est la seule différence, c'est tout à fait en bas, mais sur le calcul de l'impôt, il n'y a pas de différence. Bon, c'est assez clair, finalement, c'est moins compliqué que ce qu'on peut imaginer. Et tu disais que tu avais investi en SCI aussi. Pourquoi en SCI? Pourquoi pas à titre personnel dans les biens? Qu'est-ce que tu conseilles aussi aux gens d'investir? Souvent on se pose la question, société, pas société. Exactement. C'est quoi ton point de vue? Alors, la meilleure solution, c'est de faire 50-50, Ok. puisque l'on n'a pas de visibilité à 20 ou 30 ans de ce qui va se passer. Donc l'avantage de la SCI, c'est que l'on est capable d'acheter un bien avec une société, qui a un capital, qui permet d'avoir une fiscalité d'entreprise pure et dure, et donc tant qu'il y a une perte fiscale, il n'y a pas d'impôt. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes en propriété personnelle et que vous avez un solde fiscal négatif, mais un résultat supérieur à 23 000 euros, vous allez payer 1 150 euros. Ok. En SCI, tant qu'il y a une perte fiscale, il n'y a aucune imposition. Donc c'est le point le plus important. Ensuite, c'est parfois plus facile de refinancer, donc de faire un deuxième ou troisième prêt, puisque c'est généralement le bilan de la société qui va influencer sur le choix ou l'octroi d'un crédit plutôt que votre fiscalité personnelle. D'accord. Ensuite, il y a un certain nombre d'optimisation ou de choix, de choses qui peuvent être plus intéressantes pour passer en SCI que par un choix personnel. Ça dépend par exemple des pays. En Angleterre, si vous avez des revenus locatifs en France, le fisc anglais considère que vous devez déclarer le loyer plutôt que le résultat fiscal. Ok. Donc c'est-à-dire que si vous avez des revenus en France, vous allez devoir les ajouter à vos revenus salariaux en Angleterre. Si vous êtes par exemple à 45% d'impôts en Angleterre sur vos revenus, vous allez payer 45% sur la totalité de vos loyers en France, même si pour la France, il y a une perte fiscale. Donc on divise la rentabilité par deux. Donc si vous êtes dans des pays comme États-Unis ou Angleterre notamment, il est conseillé de faire une SCI de manière à éviter de payer 30, 40, 50% d'impôts sur vos loyers français. Voilà. Ok. Et toi, justement, comment tu as géré, parce que tu disais que tu avais 10 biens, est-ce que c'est comme ça que tu as pu en acheter 10? Parce que j'imagine que ça a dépassé le taux de 35% d'endettement classique. C'est comme ça que tu as pu dépasser ça? En partie, oui, absolument. Ok, d'accord. En partie, exactement. Et c'est quoi l'autre partie? C'est le fait qu'en France, il n'y a pas de base de données d'encours de crédit positif. Donc, vous pouvez aller voir une banque, lui promettre que vous n'avez absolument rien en France, et ils sont incapables de savoir si c'est la vérité ou pas. Ah ouais? Voilà. Ok, c'est Et tu recommanderais de faire ça, ou c'est plutôt à ne pas reproduire chez soi? Je recommande aux gens de faire ça, parce que c'est la seule manière pour eux de faire un effet de levier maximum. Ok, d'accord. Alors, il y a les gens qui ont des remords et qui disent « Ah, je ne veux pas faire ça », donc je leur conseille de faire 5 montages en même temps. Comme ça, ils ne mentent pas, puisque au moment où ils font leurs 5 dossiers, ils n'ont effectivement pas d'immobilier.
Voilà, ça c'est plutôt pour le folklore. D'accord. Donc c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon de faire les choses, absolument. Ok. Pour toi, l'immobilier, c'est la meilleure façon de préparer sa retraite. On parlait de la retraite justement. Ou est-ce que, je sais pas, la bourse, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il faut mieux diversifier que tout mettre en immobilier? Parce que voilà, est-ce que par exemple, tu vois, mettre tout son argent ou tous ses biens à Paris, c'est pas justement être trop concentré à un seul et même endroit? Alors, si on revient sur les retraites, j'ai l'âge de demander mes retraites. Donc, pour vous donner une idée, mes 10 premières années de carrière en France, donc de la prépa jusqu'à mes 30 ans, j'ai travaillé dans des bonnes boîtes à l'époque et je touche 15,26 € de retraite de la France pour 10 ans de cotisation. En Allemagne, j'ai travaillé 10 ans avec un salaire qui était à l'époque assez confortable. Je vais toucher 487,50 € à partir de mes 67 ans et demi. D'accord ? Et j'ai travaillé en Angleterre 5 ans seulement, et ma retraite d'entreprise, donc pas la retraite nationale ou d'assurance sécu, mais la retraite de l'entreprise, me rapporte 700 € par mois depuis mes 60 ans. D'accord. Donc on voit déjà tout de suite l'impact entre une retraite d'État qui est absolument pas gérée ou par répartition, et une retraite d'entreprise, c'était British Telecom à l'époque, qui est investie en bourse. Donc clairement, si vous avez une entreprise qui vous fait une retraite, c'est très bien. Alors ensuite, comment arbitrer entre l'immobilier et les produits financiers? Le meilleur arbitrage, c'est 50-50. Ok. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. L'avantage intrinsèque de l'immobilier, c'est qu'on peut financer, dans la majorité des cas, à 50, 60, 70, 80%. Donc vous êtes capable, avec une somme beaucoup plus petite, d'acheter un bien important qui va vous permettre de rembourser plus tard. Donc très clairement, l'immobilier pour la retraite a cet élément important qui est le financement. Ok. Donc ça, c'est le point important. Tant que vous pouvez emprunter, par tous les moyens possibles, emprunter. Ok. D'accord ? Ça, c'est le point important. L'immobilier, par rapport aux produits financiers, a l'avantage de protéger efficacement contre l'inflation. Donc c'est un point très important. Il y a une chose basique, c'est qu'on peut l'habiter. Donc si vous vous retrouvez au chômage, si vous rentrez en France sans emploi et incapable de louer un bien, vous pouvez toujours habiter chez vous. Vous pouvez héberger vos enfants et avoir un pied-à-terre. Donc l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on peut y habiter dans les coups durs ou quand on a besoin. Et le dernier point aussi important, c'est la sérénité de l'investissement. Les gens qui investissent en bourse, ils se lèvent le matin, Tokyo a perdu 5%, l'après-midi, New York a gagné 10%. C'est un roller coaster continuel et les gens parfois sont un peu stressés. L'avantage de l'immobilier, c'est que vous avez acheté un bien, vous remboursez sur 20 ans, personne ne vous dit le matin « Ah, Paris a pris 12 » ou « Paris a perdu 5 ». Donc c'est un produit qui est paisible pour toute personne qui veut faire l'investissement. Alors quand on regarde nos statistiques, 50% des expatriés ne font que de l'immobilier. D'accord. 75% font de l'immobilier également et 25% font que du financier. Donc la bonne méthode, vu mon âge avancé, c'est de faire les deux. Ok. Dans la mesure du possible. Le conseil, c'est tant que vous pouvez lever de la dette, levez-en. C'est de l'argent qui, 20 ans plus tard, vous appartiendra et qui donc vous sera transféré gratuitement. Ok. Tu disais, quand ton entreprise te fait une retraite, c'est bien, c'est-à-dire une entreprise te fait une retraite, elle cotise pour toi? Alors il y a les entreprises, je crois que ça existe en France, c'est des retraites complémentaires d'entreprises, mais il y a des pays comme l'Angleterre, aux États-Unis, alors en Angleterre, c'est une retraite d'entreprise. C'est l'entreprise qui gère l'argent comme un fonds de placement. Aux États-Unis, il y a le 401k, qui est une chose un petit peu différente. Vous pouvez mettre de l'argent sur ce support, mais c'est vous qui décidez de l'investissement. C'est vous qui pouvez faire des bonnes choses ou des mauvaises choses. En Angleterre, c'est les entreprises ont des fonds de gestion qui sont gérés par des spécialistes et dans lesquels ils vont investir l'argent des cotisations des employés. Voilà. Ok. Super. Et est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple, de ce que ça représente, je sais pas, on va dire, quelqu'un qui gagne très bien sa vie, on va dire entre 7 ou 10 000 € par mois, qui va commencer à investir à 35, 40, quand il va partir à la retraite vers 63, 64, etc., qu'est-ce qu'il peut espérer avoir comme revenu complémentaire grâce à l'immobilier? À Paris, un studio va lui rapporter 1 000 € par mois, un 2 pièces, 1 500, un appartement familial entre 2 000 et 2 500 € par mois. Et il peut faire combien de projets, à peu près, selon toi? Alors ça va dépendre de sa capacité d'endettement et de faire un apport. Une personne qui gagne 10 000 € par mois va pouvoir faire un studio tous les 5 ans. Un studio tous les 5 ans, c'est à peu près le... Exactement. Ok, donc si tu as 20 ans, tu peux faire 4 studios
et avoir un complément de revenu de 4 000 euros sans prendre en compte l'inflation. Mais donc l'inflation va augmenter un peu les loyers, etc. Mais globalement, c'est ça. Les loyers vont rester en ligne avec leur valeur de pouvoir d'achat, donc c'est un petit peu ça. Pour faire un studio à Paris, il faut quand même mettre 80 000 euros d'apport. Ok, aujourd'hui c'est 80 000 euros d'apport. Et si tu as un peu moins d'apport, est-ce que tu peux quand même accompagner des personnes qui ont 30, 40 000 euros ou ça devient un peu tendu? Alors, si elles choisissent d'investir en province, on peut faire des choses. J'ai parfois des projets à Nice ou Cannes qui sont des tickets à partir de 150-200 000 euros, D'accord. avec des très belles rentabilités. Ok, Donc, super. donc, le problème quand on va dire on est jeune, c'est d'arbitrer entre faire des petits projets plus ou moins rentables et plus ou moins sécurisants par rapport à attendre et faire un projet plus significatif. Ok. Et tu as eu l'exemple de jeunes, 25 ans, qui ont leur premier job, qui ont quand même un peu d'apport et qui sont venus te voir et qui vont, selon toi, réussir à faire comme toi, 15. Oui, parce que 10, les parents sont derrière pour faire les apports. Oui, Ah oui, ok, d'accord. C'est surtout ça. oui, il n'y a pas de miracle. Ouais, ouais. Le cash flow, les gens, on voit ce qu'on gagne, on voit ce qu'on économise. Les calculs sont très simples à faire. Oui, pour arriver à 80 000, ça met Voilà, du temps. donc un jeune diplômé essaie quoi, je sais, ça gagne même pas 50 000 euros. Donc si on est célibataire, qu'on enlève les charges, le loyer, etc., il ne reste pas beaucoup en fin de mois pour investir. Donc si les parents ne sont pas là pour faire des donations, c'est très difficile. Avant 30 ou 35 ans, c'est très difficile d'avoir 100 000 euros d'économie à 30 ans. Ça fait 15 000 euros par an ou 20 000 euros par an. Il faut gagner 60 à 80 000 pour les sortir. Donc voilà. Oui, c'est une vraie minorité. Voilà, c'est une minorité. Donc les parents sont là pour avancer, faire des donations. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi le profil type que tu accompagnes? À peu près l'âge, le poste Alors historiquement, c'est 40 à 45 ans. D'accord. Des personnes qui gagnent plutôt entre 300 et 500. Ok, donc on est au-dessus de 10 000. On est très largement au-dessus de 10 000. Cette année, depuis le 12-18 mois, ma clientèle a plus de 50 ans. D'accord. Ce sont des gens qui gagnent entre 500 000 et 3 millions d'euros. Ok. Et qui profitent de la supposée crise de l'immobilier pour se faire plaisir sur de très beaux biens. Oui, parce que ça, c'est intéressant. C'est que eux qui sont là-bas, ils se disent, ok, il y a une crise, ils profitent pour acheter en France. Absolument. Et ils ne cherchent pas pour essayer de négocier des prix, ils veulent de très beaux produits. Parce qu'un beau produit aujourd'hui, ce sera toujours un beau produit demain. Donc ils en profitent du marché un petit peu attentiste pour dire, voilà, on est Parc Monceau, on est Trocadéro, je me prends un ticket à 500, 700, 800 000 euros. Parce que c'est un beau produit qui sera toujours beau. Et depuis un an, les gens traditionnels 40-45 ont un petit peu d'hésitation, bêtement, dirons-nous, et donc ils sont un petit peu moins là, mais sinon c'est le 40-45 ans, la personne qui a fait ses calculs après 20 ans de carrière, qui a fait ses calculs de retraite, qui s'est dit « Ah oui, effectivement », qui prend les choses en main, il se dit « Ben voilà, j'ai 40 plus 20, ça fait 60, donc si j'investis entre 40 et 45 ans, entre 60 et 65 ans, mon bien sera remboursé, je pourrai profiter des loyers entièrement, et donc c'est le moment où il y a. Donc typiquement c'est 40-45, mais c'est plutôt des gens qui gagnent entre 300 et 500 000. Ok, ouais. Voilà. Forcément, pour comme tu disais, la capacité d'emprunt, voilà. Exactement. L'apport, il n'y a pas trop le choix. Exactement. Ok. Et non, bah écoute, c'est intéressant, et même quand tu as plus de 50 ans, on va dire, ça reste pertinent, parce que ceux qui investissent à plus de 50 ans, est-ce que du coup c'est plus un sujet de j'investis pour plus tard, etc., pour ma retraite, ou parce qu'ils ont quand même des salaires assez conséquents, ou est-ce que c'est vraiment plus une opportunité de dire ah bah c'est pas cher, j'achète et je revendrai plus cher, plus de l'achat-revente? Les gens investissent pour leurs enfants. D'accord. Donc la personne qui a 4 enfants va essayer d'acheter 4 appartements. Donc ils profitent pour diversifier leur patrimoine, pour se faire investir dans de beaux produits, sachant qu'un jour ça va passer à leurs enfants, et donc plus le patrimoine est de qualité, plus ça sera intéressant pour leur succession. Ok, voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les expatriés qui veulent préparer leur retraite? Le conseil, c'est ne l'attendez pas demain, parce que un emprunt, c'est 20 ans. Donc plus vous le faites rapidement, mieux ce sera. Les retraites sont de moins en moins importantes dans les pays comme la France, l'Allemagne ou autres. Les carrières sont toujours un petit peu cassées à partir de 50 ans. Donc il faut savoir que si vous avez vous êtes cadre sup entre 50 et 65 ans, vous serez au chômage entre 25 et 50% du temps. Et ce sera trop tard pour investir. Et ensuite, vous allez travailler le plus longtemps possible. Enfin, il va falloir travailler plus longtemps maintenant. L'Allemagne, c'est 67 ans et demi. Il y a des pays qui regardent des retraites à 68, 69, voire 70 ans. Donc si vous voulez partir avant, eh ben, il faut avoir les moyens. Donc plus vous aurez investi rapidement, mieux ce sera.
Ok, merci beaucoup Voilà. pour ce mot de la fin. Si jamais il y a des personnes qui ont le profil d'être accompagnées par les services de Top Rocks, déjà félicitations pour votre salaire. Et puis vous pouvez directement aller dans la description, il y aura le lien pour prendre rendez-vous avec toi, potentiellement pour faire un projet. Donc voilà, et puis il y a un lien à Discord aussi qui est une communauté. Donc si les personnes veulent poser des questions, ou même te poser des questions, on transmettra. Ça sera avec plaisir. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup C'est moi, merci. d'être venu et je pense que c'est beaucoup de valeur pour les personnes qui sont potentiellement expatriées et qui se demandent comment faire. Donc un grand merci. Je t'en prie. À plus, Merci Christophe. vous. Au revoir.